Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir la chance de rencontrer un grand parachutiste avec un palmarès impressionnant. Champion du monde, médaille d'or, record du monde à plusieurs fois, champion de France, tout un tas de récompenses, de performances. Voilà, c'est un homme qui nous vient du ciel presque, j'ai envie de dire. Et du coup, je suis heureux d'accueillir Grégory Crozier sur le podcast. Bonjour Greg. Bonjour Sébastien. Salut Greg, comment ça va ? Ça va super bien. Merci de me consacrer un peu de temps. Là en plus c'est pas mal parce que tu tombes sur nous au moment où on est à Paris pour des petites campagnes médiatiques. On en a 2 ou 3 par an, donc on vient faire des vols VIP à Paris. On accueille en fait des gens qui sont des autres artistes. C'est des comédiens, c'est des musiciens, c'est des autres sportifs aussi. Et parce qu'ils sont malheureusement tout le temps à Paris, souvent les gens, donc c'est dur de les coincer ailleurs. Et donc on est là pour ça en ce moment. C'est génial. Donc du coup c'est chez eFly Paris, c'est ça, c'est bien voilà, ça. Exactement. Donc nous il y a 3 eFly en France sur lesquels on va régulièrement, Paris, Lyon et Marseille. Alors à Lyon et à Marseille, on a mis en place en plus récemment, c'est depuis juillet, l'Ultimate 4D. Donc on a réalisé un saut au-dessus de Lyon et on a fait le même au-dessus de Marseille avec la GoPro 360 pour pouvoir permettre aux gens de mettre le système Oculus et de vivre vraiment un saut avec la réalité virtuelle, mais en étant quand même dans la soufflerie. Donc t'as les sensations et t'as le visuel. Enfin, tu vis vraiment un saut en parachute. C'est à s'y méprendre, c'est incroyable. C'est génial. Il va falloir que je vienne tester ça rapidement. Oui, volontiers. Tu veux. Donc du coup, en tout cas, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur le podcast. Cette saison là, on a en tout cas, j'ai pour habitude de faire toujours un petit portrait chinois de mon invité. Et donc voilà. Donc si tu veux bien t'y prêter, on va se lancer. Allez. Alors, Greg, si t'étais une couleur, tu choisirais laquelle et pourquoi ? Waouh. Alors, depuis ma carrière de sportif de haut niveau, rouge. Rouge. Pourquoi rouge ? Oui. En fait, c'est devenu une couleur qu'il faut assumer évidemment, mais juste simplement parce que ça représente vraiment la vitesse. Ferrari l'a choisi depuis très longtemps, mais je pense pour les mêmes raisons. C'est vraiment la performance, la vitesse, la puissance. Ça attrape l'œil. Je veux dire, quand tu évolues en rouge, en soufflerie ou dans le ciel, en tant que sportif de haut niveau ou en tant que pilote X ou Y, il y a quand même un truc visuel qui se passe en plus de la performance. C'est la couleur de ta combi en plus. Voilà. Alors pour les compétitions très haut niveau ou pour les sauts exceptionnels comme au-dessus des pyramides ou d'ailleurs Rock ou les sauts un peu comme ça très très spéciaux, oui, on prend la combi rouge. Oui. Si tu devais amener un livre dans un voyage et tu as l'opportunité de prendre qu'un seul livre, lequel tu choisis ? Waouh, elle est géniale celle-ci. Alors je pense qu'en fonction des jours, je pourrais répondre des choses différentes. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, mais ça serait comme Mike Horn, mais ça serait venir avec des livres qui sont déjà des choses qu'on fait indirectement à un autre niveau. Non, je prendrais peut-être Le Papillon des étoiles de Werber, parce que dans ce concept de là qui est très séduisant pour toutes les générations, les nôtres et même les 2 qui ont précédé et puis les 2 à venir, il y a vraiment ce message fort de vouloir peut-être trouver une autre solution que la Terre, même si je pense que c'est pas vraiment réalisable, mais il faut de toute façon avoir l'espoir de partir dans cette direction, ça c'est sûr. Et donc dans cette histoire, ils cherchent un moyen de créer un vaisseau suffisamment grand et pour trouver une autre planète, une exoplanète. Et la fin, alors je vais pas la spoiler, elle est trop belle, mais à la fin du coup, il y a une espèce de boucle qui se fait qui est très intéressante. Donc ouais, pour plein de raisons et pour plein de messages qui sont portés dedans, ce serait Le Papillon des étoiles. Bon, très bien. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu ? Pareil, ça dépend. Si j'ai faim, ça sera une fourchette, mais si. Waouh. Je la connaissais pas celle-ci dans les portraits chinois. Elle est bien.
Waouh. Qu'est-ce que tu prends comme objet, toi? Qu'est-ce que je prendrais comme objet? Je pense que je prendrais mon micro. Un micro, et ouais, un truc qui parle. J'avais envie de dire parachute aussi, mais ah là là, putain, ça dépend des situations. Un truc vraiment important. Un objet. Ah, ma chérie me fait signe ton téléphone parce qu'il est greffé à ma main quasiment. Non, mais oui, alors. Ah ouais, le téléphone. Si je disais... Ah oui, ça serait. Ouais, mais en même temps, ouais, ça va pas te servir tout le temps. Alors si c'était, ça pourrait être un couteau parce que comme ça tu peux t'en servir dans plein de situations. Et sinon, je dirais peut-être une médaille parce que justement c'est complètement inutile, mais c'est la réalisation matérielle qui prouve qu'on a réussi à accomplir quelque chose et qui motive à répéter ça ou qui rassure dans le sens qu'on a déjà accompli beaucoup de choses et qu'on peut peut-être continuer à le faire, je sais pas. Ouais, c'est vrai, une médaille, c'est pas mal. C'est inutile, mais c'est porteur aussi de plein de messages. C'est vrai, je dirais que c'est pas inutile parce que finalement, comme tu le dis là, c'est un ancrage positif qui te renvoie à des sensations de quelque chose que tu as accompli. Donc c'est exactement un ancrage. Ouais, non, allez, je vais dire ça, tiens, une médaille d'honneur. Si tu devais choisir une innovation, waouh, il y en a beaucoup qui sont extraordinaires. Innovation. Alors, moi, je vais dire pareil, c'est symbolique, mais peut-être le satellite, ça commence à être un peu vieux, mais le fait d'avoir installé finalement cette espèce de miroir dans le ciel qui tourne autour de nous, ou cette antenne dans le ciel en fonction des besoins qu'on en a, ça nous permet de... Là, tu es où toi en ce moment? T'es dans quelle ville? Je suis dans les Yvelines. T'es dans les Yvelines? Ouais, on n'est pas très loin. Mais bon, t'aurais été à Lyon ou à Marseille, moi à Paris, ça changeait rien à la conversation. Si t'avais été à Los Angeles ou à Tokyo, ça aurait été quasiment pareil. Donc en fait, c'est beau quand même, je trouve, comme... si les hommes ont accompli tant de choses depuis tout ce temps, depuis on va dire ces 50 dernières années pour parler de la civilisation qui nous intéresse à nous, je pense que le satellite, il est pour énormément. S'il fallait à chaque fois se renvoyer une lettre postale pour dire tiens, je viens d'inventer un truc de fou, ça prendrait tellement de temps. C'est clair. Je pensais que t'allais parler de la soufflerie, moi, tu vois. Ah oui, dans nos sports à nous, la soufflerie, c'est une innovation fabuleuse. Ah, je sais pas, ouais, tu me prends un dimanche, là, je suis sur plein de trucs. J'ai vu Fabien Olicard hier soir, le mentaliste, c'était incroyable au Zénith de Paris. Donc mais j'ai débranché un peu de mon côté sportif de haut niveau. Ok. Si tu devais choisir une planète, la nôtre sans exception. La nôtre. Et pourquoi? Planète Terre. On a un ami astronaute, Jean-François Clairvoy, qu'on voit de temps en temps, et ses observations de la Terre. Alors évidemment parce qu'elle a la même quelque chose de très similaire, mais l'observation de la Terre de l'espace fait vraiment remarquer sa fragilité et son côté unique. Et en plus, depuis peu de temps, on a vu la simulation pas la simulation, la mise en scène du déplacement du système solaire dans l'univers. J'avais jamais pensé à ça. Je crois que c'est vidéo hélicoïdale, quelque chose comme ça, du système solaire. J'avais jamais pensé à ça que depuis le Big Bang, tu sais, en fait, le Soleil il file dans l'univers comme une balle. Et toutes les planètes du système solaire tournent autour de ce soleil-là, mais en fait, on est tous en train de foncer comme des malades. Donc en fait, c'est ça qui rend, en fait, quand on a conscience, difficile d'aller quelque part ou que quelqu'un d'autre vienne nous voir. C'est parce qu'en fait, faut déjà trouver une ligne de vol qui soit correspondante à notre trajectoire à nous dans l'univers. C'est un peu fou, quoi. Donc du coup, ouais, la planète Terre, tellement unique, mais à une proportion même au-delà je pense que même le terme unique, il suffit pas à dire à quel point c'est exceptionnel ce qui se passe sur Terre, quoi. Donc ouais, la planète Terre. Ok, un sujet. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères. J'adore le coucher de soleil le soir, parce que c'est... Le lever de soleil, c'est très beau, mais pour moi, il y a tellement de trucs à faire dans la journée. Les fois où je me suis levé assez tôt pour en voir un, j'ai la tête déjà qui est polluée par je vais pouvoir faire ci, ça et ça et machin, faut pas que j'oublie le truc. Et je suis déjà à fond. Alors que le coucher de soleil, je sais pas pourquoi, comme je sais que je suis aussi actif le soir, mais c'est un moment quand même où je peux m'accorder de juste le regarder, d'arrêter de penser. Parce qu'on clôture la journée. Donc le coucher de soleil, ouais. Si tu devais choisir un art, lequel serais-tu? Il y en a beaucoup. Ma chérie, on pratique beaucoup plus que moi. En plus, la musique nous accompagne absolument tout le temps. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est la musique. De répéter une synchro au sol pour maîtriser à la seconde presque, qu'on va réaliser sur le jugement de 45 secondes de ce qu'on a en l'air. C'est une musique absolue. Après, il y a l'art martial aussi, parce que quel qu'il soit, puisqu'ils sont tous très, très proches au final, c'est un truc que
idéalement, les gens ont de 10 à 20 ans. D'ailleurs, j'espère pour eux que tout le monde a pu pratiquer un peu d'un art martial pré-ado et adolescence, parce que ça forme énormément, pas que le corps, mais l'esprit aussi. En fait, ça fait une jonction, ça fait un lien entre son corps et son esprit, beaucoup plus fort que la musique, c'est l'expression par les doigts des fois de ce qui se passe dans le cerveau, mais vraiment l'art martial il est très important, je trouve, au début d'une vie. C'est difficile, hein, t'as vu, j'ai envie de dire trop de choses à chaque fois. Non, mais c'est l'art martial, musique, l'homme orchestre, allez, on va dire Bruce Lee, homme orchestre. Oui, et puis les arts martiaux, il y a, comment dire, comme tu le précises, ça véhicule aussi beaucoup de valeurs qui sont importantes pour vivre en société. Et oui, c'est ça. Non, mais c'est extrêmement complet. Moi, je me suis limité, c'est vrai, aux premières années, mais après, ça forme. C'est très important. Je trouve qu'on reconnaît les gens qui ont pratiqué déjà un niveau même amateur, mais un peu plus. Les gens qui ont pratiqué un art martial, je trouve ça toujours intéressant. Bon, allez, je pourrais avoir quand 2 petites questions et après on passe sur la thématique du mental. Si tu devais être une qualité, laquelle serais-tu? Obstiné, non, c'est pas une qualité. Fiable, éthique. Ah oui, c'est une belle qualité, ça. Quand tu fais partie de mon équipe, tu risques rien. Bon, mais c'est cool alors. En tout cas, t'es fiable parce que ça fait un moment qu'on se court après. On est arrivé à faire cet épisode malgré ton emploi du temps de ministre. Merci pour ta patience d'ailleurs, hein, beaucoup. Ah, c'est une de mes qualités, la patience. Allez, une petite dernière. Si tu étais un mot, lequel choisirais-tu? Puissance. Et pourquoi? Puissance ou force? Je sais pas si c'est exactement la même chose au final. Peut-être plus la force. Non, la force. La force parce que c'est quelque chose que j'ai dû améliorer et cultiver toute ma vie, et physique et mentale en fait. C'est pour ça que je vais dire plutôt la force, parce que c'est y a toutes sortes de choses qui va nous suggérer d'abandonner ou de lâcher, même à des proportions faibles. Des fois, c'est juste allez, l'entraînement là, il est déjà 19h15. Je veux pas refaire une série de cordes à sauter où je vais pas refaire où je vais pas recourir 15 minutes, ou je sais pas. Enfin, il y a toujours plein de trucs qui disent allez, on va arrêter là, ça suffira bien. Et des fois, il faut le faire. Il faut parce que le repos, ça fait aussi partie de ce qu'il faut intégrer dans les entraînements. Et je trouve que la force de dire non, là, je vais pas lâcher, parce que les autres, justement, ils vont le faire à ce moment-là. Moi, je vais aller encore un peu plus loin. Et ça donne lieu à trouver d'autres choses, d'autres idées, ou d'aller plus loin et d'aller encore plus loin aussi dans ce lien d'esprit et de corps. De dire, putain, on est capable de faire un peu plus, en fait. Donc, et du coup, ça donne plus de confiance en soi. Et je pense qu'après, ça se transforme en aura, tout ça, et les gens le sentent aussi, qu'on est capable de faire plus et qu'on a accompli plus. Donc c'est la force. D'ailleurs, j'ai toujours hésité à avoir un tatouage parce que je change d'avis souvent sur les choses assez vite, parce que je remets tout le temps tout en question et j'arrive pas à me dire est-ce que je pourrais avoir un truc écrit sur moi toute ma vie. Mais alors ça serait pas peut-être pas le mot force écrit sur le front ou sur le cou comme les rappeurs, mais un truc qui signifierait ça dans un langage un peu dissimulé, un peu caché, un peu tribal. Ça serait un truc que je pourrais considérer. Ouais. Bon, mais c'est une info ça. Hein, ouais. On attend le tatouage. On attend le tatouage sur Instagram. Ok, on va attaquer la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est-à-dire parler de ton mental, parler de mental. D'abord, on va commencer un petit peu par ton parcours. Avec le recul, qu'est-ce qui t'inspire, ton parcours? Il est très révélateur il reflète, je veux dire, vraiment le fait qu'on s'est fait tout seul. Je vais dire on souvent parce que Karine est avec moi tout le temps. C'est-à-dire que... Ah oui, on la salue d'ailleurs. Oui, elle est juste derrière. Elle est dans son livre là. Elle est en train d'essayer de finir son livre à tout prix. Elle est un peu en retard, donc elle est à fond dans son livre. Bon, en tout cas, on essaiera de l'avoir sur un prochain épisode si elle le veut. Oui, volontiers. Je pense que ça sera février-mars, parce que ça devait être décembre, mais là il reste trop de choses pour que ce soit fait d'une façon qualitative, donc on va décaler à février-mars. Mais ouais, volontiers. Merci pour l'invitation. Oui, non, mais notre parcours, pour moi, il est très révélateur du fait qu'on s'est fait tout seul et qu'on a été obligé de se former tout seul, mais à tous les niveaux, hein. Que ça soit en renforcement musculaire, en diététique alimentaire, en coaching mental. Enfin, il a fallu qu'on se le fasse nous-mêmes et qu'on se forme nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a commis pas mal d'erreurs et connu beaucoup de retard dans notre carrière. Au final, on a mis 10 ans à gagner un titre. Ça veut pas dire que n'importe qui peut gagner un titre, pas du tout.
mais les gens qu'on a rencontrés, qui ont été beaucoup mieux accompagnés de façon beaucoup plus pro, sont arrivés en partant du même point que nous, quasiment à faire ça en 3 ans ou en 5 ans. Alors, ça dépend bien sûr du background qu'il y avait derrière, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on a réussi quand même à obtenir, on a gagné une Coupe du Monde et on a gagné un championnat du monde, mais sur 32 compétitions qu'on a eu la chance de faire en ciel, on aurait pu faire mieux que ça. On a eu beaucoup de médailles d'argent et de médailles de bronze qui étaient pas dues à notre niveau dans la compétition, qui ont été dues à des erreurs, de graves erreurs commises, qui à la base étaient petites et qui auraient pu être complètement évitées. Donc c'est ce qui fait aussi la beauté de notre parcours pour les gens qui nous connaissent. Mais j'aurais aimé être double ou triple champion du monde. J'aurais bien aimé ça, mais au final, on est arrivé à le faire qu'une fois et c'est dû à ça, parce qu'on était seuls, quoi. Bon, après, c'est en commettant des erreurs qu'on progresse aussi, donc du coup, ça montre bien que vous avez eu cette quête de vous perfectionner à chaque fois pour, voilà. Vous avez peut-être perdu du temps, mais en tout cas, vous êtes quand même arrivé à l'objectif. Voilà, bah c'est ça. Alors on a perdu du temps, mais tu vois au final des homologues qu'on a en aéronautique qui sont arrivés à faire ça. Alors est-ce que du coup ils en ont moins eu conscience de la difficulté de devenir champion du monde, parce que on peut quand même passer une vie entière à essayer et à jamais y arriver, évidemment. En tout cas, nous d'avoir eu ce parcours un peu dans la douleur et dans la difficulté, ça donne beaucoup plus de valeur et d'importance à ce titre. Ça c'est une certitude, et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui on est là en train de faire ces vidéos en 3D pour le montrer au public, pour que les gens puissent, en seulement une demi-heure de briefing, sans avoir à monter dans un avion, vivre un saut en parachute avec nous. C'est peut-être ça qui nous donne envie d'aller à la rencontre d'autres artistes de tous les milieux pour les emmener en soufflerie, justement, à iFly Paris, partager un petit moment avec nous. Toutes ces choses-là qu'on fait en plus, je pense que ça vient de ça, du coup. Donc, au final, c'est bien. Bah ouais, c'est super. C'est super de pouvoir faire partager et découvrir en tout cas des choses qui nous passionnent, et puis des choses qui sont pas non plus, notre lot quotidien, quoi. On saute pas en parachute tous les jours, quoi. Voilà. Alors, si tu devais être satisfait de quelque chose au regard de vos 10 ans d'expérience, tu garderais quoi en tête? Alors vraiment cette compétition en Australie, parce que pour absolument toutes les raisons, mais absolument toutes les raisons. On a 2 ans avant, à Chicago, on devait être médaille d'argent, mais vraiment sans aucun problème. Et à 2 sauts de la fin, on passe tout doucement ex aequo avec l'équipe qui était 3e, pour finalement finir juste derrière eux à 0,1 ou 0,2. Une équipe qu'on avait battue très très peu de temps avant, largement en plus. Donc on pensait même pas être en compétition avec eux. Et on a découvert que, étant nouveau dans le circuit, étant pas connu des juges, il y avait comme des notes artistiques qui étaient un petit peu subjectives, et que du coup on en payait le prix. Et j'avais trouvé ça effarant de subir ça, quoi. Et du coup, si tu veux, on a c'est même pas qu'on a redoublé d'efforts, c'est qu'on a multiplié par 10, 100, 1000 les efforts, et on allait voir les champions du moment, qui étaient les Russes. On allait leur demander, mais qu'est-ce qui fait pour vous qu'un saut est bien réalisé? Qu'est-ce qui fait comment êtes-vous devenu champion du monde, etc. Enfin, je vais pas raconter tous les petits secrets, les petits détails, mais on a vraiment fait une démarche pendant 2 ans qui était énorme, pour dire, la prochaine fois qu'on y retourne, c'est même pas pour être peut-être 3e ou second, et qui est déjà faire un podium, c'est déjà extraordinaire, mais c'était vraiment pour tout casser, quoi. On a su quelques mois après, en plus, que la destination, c'était justement l'Australie. Le site, c'était la Gold Coast, donc la Côte d'Or. On savait que ça serait nos 10 ans de compétition. Donc au niveau de l'endroit, on peut pas faire plus loin pour un Français pour éventuellement devenir champion du monde que d'aller sur la côte est de l'Australie. Quoi de plus beau que de peut-être y parvenir au bout de 10 ans d'efforts. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des chiffres, il y avait des lieux, il y avait tout était énorme à ce moment-là. Et d'arriver en plus au sein de l'équipe, de nous 3, à régler tous nos petits problèmes physiques et mentaux. On peut dire qu'on a des problèmes physiques et mentaux, je veux dire, mais à régler tous ces petits détails pour faire une seule équipe, une entité très forte, parce qu'on est 3. Beaucoup de gens oublient, en voyant que 2 personnes à l'écran, que la 3e personne, le vidéoman, a lui aussi une ligne de vol très compliquée à réaliser, et a le stress de maintenir une distance constante et un cadrage constant des performeurs. C'est très difficile. Donc encore une fois,
si un des trois fait le saut de sa vie, ben, il fait que 33% du saut de toute façon, donc il a pas la main sur le résultat. C'est vraiment important de se rendre compte de ça. Donc on a vraiment réussi à faire tout ça en Australie. On était indestructible en Australie, c'était fou. Donc finir là-bas dans cet état de vibration, c'était magique. Bon, en tout cas, quand t'en parles, j'ai l'impression que je t'ai amené à y retourner pendant le podcast là. Ah mais complètement. Et en plus, alors c'est marrant. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui. Je suis en train de me rendre compte parce que je me dis pourquoi on n'arrive pas à le faire à chaque fois. En fait, demain, il y a l'équipe, un des rédacteurs en chef de l'équipe qui à force de voir des petits articles sur nous nous a invités à aller sur leur plateau et c'est demain. Et il va nous faire revivre toute la compétition, donc les 7 sauts. Donc là, on est venu à Paris, justement, en voiture pour une fois, et pas en train, parce qu'on est venu avec nos parachutes, nos casques, nos combis, enfin tous les équipements équipe de France, la totale, pour aller faire finalement ce qu'on aurait aimé avoir, nous, si on avait une attachée presse à l'époque. On va faire demain ce qu'on aurait aimé avoir en retour d'Australie en France, quoi. Une émission sur notre succès là-bas. Bon, bah, donc toi, le podcast, il arrive au bon moment. Ouais. Bah ouais, puis moi, ça fait un petit moment là que je m'intéresse un petit peu à ce que vous faites. Et merci, hein. Merci beaucoup d'ailleurs, on a besoin de communiquer sur ce sport, c'est vraiment pas facile. Bah oui, non seulement je pense que c'est pas facile, en plus on se rend pas compte que ça peut être aussi une possibilité qu'on a et puis qu'on peut s'offrir aussi, ne serait-ce que par la soufflerie ou pour après peut-être se donner l'occasion après peut-être d'aller sauter d'un avion, d'un vrai quoi. Exactement. C'est vrai que la soufflerie pour le coup ça change la donne, ça permet à beaucoup de gens d'entrevoir finalement d'imaginer qu'ils puissent sauter quoi. Après un vol en soufflerie ou deux, beaucoup de gens quand même disent je voulais vraiment pas sauter et en fait pourquoi pas. Ouais, mais donc quelque part il se prépare un peu mentalement. Hein. Comment ? Quelque part il se prépare un peu mentalement. Oui, et puis c'est surtout des fois on fait en fait une espèce de liste inconsciente de tout ce qu'il faut faire pour monter dans un avion, se mettre un harnais, éventuellement passer une visite médicale. Dans beaucoup de pays demandent en plus une visite médicale. Monter en altitude, il fait plus froid, on est accroché à quelqu'un qu'on connaît pas, la porte de l'avion s'ouvre, il y a du bruit, il y a du vent. Enfin, il y a beaucoup de choses. Du coup, on s'imagine quand même sans se projeter complètement, qu'il y a beaucoup de choses à affronter. Là, en soufflerie, c'est pas le cas. Il fait chaud, on n'a pas à monter nulle part, on n'a pas de harnais enfilé, et on sait qu'on va quand même vivre au niveau sensoriel la même chose. Donc une fois que ça c'est fait, ça fait quand même une sacrée case en moins qu'on peut enlever de la liste. On dit oui, d'accord, je vais vivre ça. Donc je peux peut-être prendre sur moi d'aller mettre un harnais en plus et puis de monter dans un avion puisque je vais revivre ça. Ouais, quelque part tu vis la sensation, donc du coup ça va te permettre un petit peu de dépasser le reste qui est peut-être un peu plus inconfortable. Tu l'as pas fait encore toi ? Non, pas du tout. Aïe. Pas du tout. Va falloir s'y mettre. Hein. Allez. Va falloir s'y mettre. Bon, en plus, j'ai cru lire en plus que tu, au-delà de tout ce que vous faites, tu es aussi coach en simulateur de chute libre indoor. C'est bien ça ? Oui, exactement. Bon, on a passé un petit peu toutes les qualifications possibles et imaginables, parce qu'il fallait justement être capable de tout faire pour progresser dans les meilleures conditions. Il faut pas se limiter. Donc oui, on a passé tous les diplômes, dont tous ceux en soufflerie qui nous permettent d'enseigner à tous les niveaux. Ouais. Et puis j'ai vu aussi que tu étais chef d'entreprise quelque part. Du coup oui, on a la société Airwax pour justement être capable de faire aussi peut-être des scènes de film, des cascades ou des sauts exceptionnels. Par exemple, simplement le saut à Lyon ou à Marseille, il a été possible parce qu'on était parapro. Parapro, c'est une qualification qui dépend pas du ministère des Sports. C'est plus une pratique sportive du tout qui est réglementée. C'est là on fait un petit peu, on choisit ce qu'on veut, on loue l'avion qu'on veut, on saute à l'altitude qu'on veut avec le matériel dont on a besoin et on sort complètement du cadre sportif. Il faut une qualif particulière pour ça. Donc oui, il faut savoir tout faire pour pas être limité et pour pouvoir inviter des VIP aussi. On a sauté en Égypte, on a amené Paul Taylor et Verino. Verino a posté là sur son Instagram il y a 2-3 semaines son saut en Égypte et Paul Taylor juste hier. Depuis hier sur YouTube, Paul Taylor a enfin posté sa version de ce saut. Soit tous ces sauts-là, c'est possible grâce à toutes nos qualifications. Ouais, et puis c'est génial. Et puis du coup, finalement, encore plus riche pour le podcast, parce que souvent, moi, je vais à la rencontre d'athlètes, mais aussi de chefs d'entreprise. Donc du coup, quelque part, tu vas venir un petit peu compiler un petit peu toute cette expertise, toutes ces difficultés que tu peux rencontrer à travers différents champs professionnels. Oui, mais ça reste pas facile. Nous, on garde quand même une fibre plus
plus sportif de haut niveau que dirigeant d'entreprise. Alors, on est content d'avoir aussi cette casquette-là parce que c'est nécessaire quand on veut justement payer des prestations pour des photographes extérieurs. Alors, quand c'est Iwan Kowi qui est notre photographe attitré et qui est au sein de notre équipe, souvent c'est du bénévolat entre guillemets puisque il se sert aussi des images pour sa promotion à lui. Donc, il est juste défrayé, il vient avec nous. Mais si on a besoin de prestations, hier par exemple, on a fait venir des pilotes de drones pour un projet. On a fait voler une violoniste célèbre, Esther Abrami. Donc elle était dans la soufflerie, elle jouait un des morceaux qu'elle va présenter en février, je crois. Elle sort un album avec Sony, si je me trompe pas. J'essaie de faire un peu la promotion pour tout le monde en même temps, c'est bien. Et du coup, on a fait venir des pilotes de drones. Tout ça, voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, chaque détail est réalisable parce qu'on est une société. Donc, il faut forcément être pareil, encore une fois, il faut se former un peu sur le tas, un peu soi-même. Il faut avoir toutes les cordes possibles, imaginables. Et même, par exemple, l'attaché presse qu'on a, ça aurait été délicat d'avoir une attachée presse sans avoir une structure professionnelle pour la payer, quoi. Ouais, c'est évident. C'est évident. Alors, je vais te poser la question que je pose la plupart du temps. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle? C'est mon quotidien. Oui, ça me parle énormément. C'est j'ai cette phrase en tête inconsciente un peu constamment. Et donc du coup, si c'est ton quotidien, donc tous les jours tu cherches à te dépasser systématiquement, quoi. Je vais pas forcément me provoquer, mais en fonction de ce que mon imaginaire va m'autoriser à penser ou selon les gens que je vais rencontrer, les situations, je vais pas m'arrêter sur un petit blocage. Il y aura un tel, mais c'est dommage, il est pas dispo ou je sais pas. La première explication de non faisabilité, je m'arrête pas du tout là, ça c'est sûr. S'il y a vraiment pas moyen et que c'est moi qui me suis assuré que c'était vraiment pas possible, là je vais décider que ok, c'est pas possible. Sinon je vais trouver un moyen de le faire quand même. Et je l'ai souvent fait. Mais en plus le final c'est que derrière c'est souvent positif, c'est-à-dire que on peut dire que c'est un peu forcé le destin, mais au final les gens sont enchantés que ce soit passé comme ça. Parce que c'est toujours on respecte toujours tout le monde, faut pas que ça soit par contre en vexant quelqu'un. Pas du tout. Il faut toujours formuler avec beaucoup de précautions la situation ou les requêtes ou les demandes. Mais si on fait passer un message comme quoi ce serait vraiment très très sympa de faire cette exception ou passer ce moment-là ou réaliser ce projet, réaliser cette mission, n'importe quelle chose, finalement on embarque dans son train tout le monde et tout le monde est finalement très content que ce soit passé comme ça. Le mental, c'est quoi pour toi? C'est un super fromage. Non, ça c'est les mentales. C'est les mentales. Le mental, voilà, encore une fois, peut-être depuis la formation martiale qu'on a eu tous les deux. Karine aussi, elle a fait du karaté très jeune. C'est je sais pas, on a l'impression que c'est pour moi, la vision que j'en ai, c'est un travail d'équipe constant entre l'ordinateur qu'on a dans la tête et puis le véhicule dont on dispose, qui est le corps. Et donc, améliorer les deux sans arrêt, ça permet de faire des choses juste de plus en plus sympas, de plus en plus incroyables. Donc, alors c'est une démarche après qui est personnelle. Il y a des gens qui n'ont pas cette ambition. Qui sont très contents avec ce qu'ils ont et des fois je pense que c'est peut-être même eux les plus heureux. On fait beaucoup de destinations tropicales, on rencontre plein de gens dans des coins au Kenya, au nord du Brésil, dans des endroits très très cool, très très sympas où les gens ont pas vocation à aller devoir renforcer leur physique et leur mental comme nous on l'a fait et qu'on continue à le faire et ils sont très très heureux. Donc je sais pas, faudrait régler cette histoire-là tous autour d'une table, qui a raison, qui a tort, mais en tout cas le mental pour moi c'est fondamental et ça s'améliore constamment. Pas que individuellement, mais aussi beaucoup en équipe. Il faut vraiment regarder ce que les autres font, partager des expériences de gens qui sont arrivés à faire plus justement. Pour moi c'est extraordinaire. Le partage c'est extraordinaire. Ça passe par le partage, le mental. Tu parles de préparation. Vous préparez comment vous? Alors chaque compétition, on s'est préparé un peu différemment au final, parce qu'à chaque fois on amenait des données supplémentaires et on disait ah oui, il nous a manqué ça, allez il faut l'intégrer maintenant. Les préparations, tu veux dire comment on se prépare vraiment d'une manière générale à toutes les compétitions qu'on peut faire? D'une manière générale, qu'est-ce que vous faites exactement pour
par rapport à votre activité sportive? Déjà, physiquement, il a fallu à la base faire un peu de renforcement physique, d'adaptation en fait, parce qu'on courait beaucoup, on faisait déjà beaucoup de sports de combat et tout ça, donc il y avait pas grand chose à avoir musculairement en plus pour faire du vol, mais il y avait un peu de souplesse et d'équilibre à avoir. Enfin, il y avait une adaptation musculaire à avoir, c'est évident. Après, la pratique qu'on a sportive depuis 2015, on va dire, est tellement constante qu'on n'a plus besoin d'aller 2-3 fois par mois dans une salle de musculation pour entretenir ou d'aller courir de temps en temps. On est constamment ou en train de sauter en parachute ou en train de voler en soufflerie. Si on a 2-3 jours d'affilée où il y a rien, c'est vraiment incroyable, quoi. On est tout le temps dedans. Donc au niveau entretien du corps, tout va bien. Par contre, au niveau préparation maintenant, j'ai l'impression que il y a plus que le mental à traiter. Je prends l'exemple justement du championnat de France. La dernière fois, c'est ce qui a coupé court à la première tentative. Je préparais le championnat de France, mais quand je disais préparer le championnat de France en indoor, c'était juste réunir les conditions pour y participer. Ça n'a même pas été vraiment de s'y entraîner en fait, parce que j'avais pas le temps en fait. J'ai pris la décision une semaine avant de dire non, mais de toute façon j'y vais, mais plus pour rajouter des participants à cette compétition et pour augmenter aussi ma crédibilité dans mon rôle d'ambassadeur. J'ai essayé de mettre en avant tout le temps le parachutisme indoor et outdoor. Donc c'est dommage de rater un championnat de France alors que je suis en train de tout faire pour le mettre en avant et le promouvoir. Donc là, je me suis dit, ok, je vais le faire avec Karine, comme on l'avait fait les 2 années auparavant. Et là, encore une fois, dans son livre Plongée à fond, elle m'a dit, j'ai pas envie de débrancher ne serait-ce que d'une semaine de mon livre, donc s'il te plaît, trouve quelqu'un. Et là, c'est un petit peu justement le luxe qu'on peut avoir une fois qu'on est devenu champion du monde, c'est qu'on peut un peu choisir son coéquipier. Et donc moi, je suis allé carrément en Espagne chercher le vice-champion du monde de cette discipline-là, Lewis Hard, qui, même s'il vit en Espagne, est un Anglais, super gentil. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien faire mon coéquipier? J'ai le droit d'avoir 50% d'étrangers dans mon équipe, donc on n'est que 2 dans mon équipe, donc ça ira. C'est bon, ça passe. Il m'a dit oui, et du coup, de fait, on n'avait pas besoin de s'entraîner, entre guillemets. Lui, il est encore meilleur que moi là-dedans. Moi, je le fais pour le fun, le vol dynamique à 2. Cette discipline-là de vol en soufflerie. Donc on s'est quand même accordé 2 jours d'entraînement, 2 fois 1 heure pour quand même se mettre d'accord sur les vitesses de vent et puis qui est premier, qui est second, parce qu'il faut forcément choisir les places, etc. Mais c'était plus un calage. Je pense que si tu veux prendre un exemple, tu peux prendre 2 grands guitaristes au batteur d'un très grand groupe de musique. S'ils se rencontrent demain pour faire un truc, ils vont pas se donner rendez-vous 1 mois à l'avance. Ils se verront la veille ou 2 jours avant et ça ira très bien. C'était un petit peu ça que je me suis fait comme cadeau. Ça a très bien marché parce que je suis arrivé à faire vice-champion de France. Donc c'est bien aussi d'aller voler un petit peu des places aux gens qui s'entraînent à fond là-dedans, c'est drôle. Et voilà, donc là, si tu veux, là, c'est que le mental. Parce qu'à ce moment-là, c'est ok. J'ai pas envie de rater, mais pour moi, parce que j'ai envie de faire de la performance. Et par contre, j'ai pas le temps de m'entraîner physiquement, donc le mental fait 90% du boulot. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que dans le sens positif que négatif aussi. On a fini justement donc en battle contre les premiers, l'équipe de France. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a même une possibilité à un moment donné de la battre. Et c'est moi qui l'ai pas accepté en fait. Ça, c'est très très intéressant. Je me suis fait un débrief un peu juste après en me disant t'es con parce que là en fait il y avait peut-être moyen de faire même encore mieux. Donc on part sur il y a des tirages, donc il y a du vol en tête en haut ou du vol en tête en bas. Eux, comme ils sont beaucoup plus forts que nous quand même, le vol en tête en haut, ils étaient évidemment plus rapides. Et donc on savait qu'a priori on pouvait pas les battre sur ce tirage-là. Donc ils gagnent un petit peu là-dessus, ils nous mettent 3 secondes d'avance sur le run, et il y a un deuxième run qui arrive, parce qu'il y a ces 2 runs minimum pour déterminer, et là c'est beaucoup de tête en bas. Et là Lewis, qui a une analyse plus forte, parce que c'est vraiment sa discipline, il me dit attends, mais là ce tirage on est plus rapide qu'eux. Et comme c'est des tirages de plusieurs figures, même si on s'entraîne beaucoup, on peut jamais anticiper les tirages. C'est toujours quand même des agencements qui sont un petit peu nouveaux à chaque fois. Donc moi, j'imagine pas forcément aussi bien que lui ce tirage-là. Il me dit si, on est plus rapide qu'eux si on fait à fond. Donc on prend le risque d'avoir des pénalités si jamais on rate certains passages, mais vas-y, on y va à fond, on n'a rien à perdre de toute façon. Si on a une pénalité, on perd, parce que de toute façon, on perd. Et si jamais on va plus vite qu'eux, on peut peut-être, si on fait pas de bust, on peut peut-être gagner. Et en fait, lui, il y croyait, mais pas moi. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est fou. Moi, j'étais déjà en mode, vice-champion de France, déjà, c'est un hold-up absolu. Ça ira très bien. Comment tu veux que je batte l'équipe de France? Et à ce moment-là, je fais l'erreur
que j'avais déjà commises quelques autres années sur certaines disciplines sur certaines compétitions de saut, et certainement ce que d'autres compétiteurs ont dû faire face à nous. Ça se trouve, ils ont dû dire putain, il y a Greg Rosier et Lewis Hard, ils sont plus forts, alors qu'on l'était pas. Donc c'est drôle en fait, parce le mental, on s'en sert pour gagner, et on peut, à partir du moment où on le lâche, on perd. Et c'est instantané. Alors que si on le lâche jamais, on perd jamais. Parce on perd jamais de toute façon, on fait que apprendre. Tu la connais celle-ci? Ouais, c'est ça. On perd jamais. Bah justement, c'est la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il faut se donner le droit à l'échec? Oui, définitivement, parce que j'espère que d'ailleurs ça rassurera certains jeunes compétiteurs, parce que les anciens ont compris ça depuis longtemps. Si on s'autorise pas à l'échec, on grandit pas aussi bien et aussi fort, on va pas s'épanouir aussi fort que si on connaît l'échec. D'ailleurs, encore une fois, je fais le raccord au début de la conversation. Les gens qui ont eu la chance, grâce à des dispositifs ou des accompagnements, de tout avoir au début, d'être dans des conditions qui les ont amenés à avoir que de l'or tout de suite, ils vont moins loin quand même. Ils ont eu plus d'or ou ils l'ont eu plus jeune, mais au bout du compte, ils font, avec du recul, j'ai l'impression qu'ils font quand même moins de choses. Souvent même, ils changent de vie, ils se désintéressent du truc, ils sont moins porteurs finalement de leur propre discipline, de leurs propres exploits. Ils sont moins porteurs ils véhiculent moins de valeur que ceux qui ont vécu plus d'échecs et qui ont eu plus de mal. Ils ont peut-être eu le Graal trop vite. Peut-être. Je juge pas, j'en sais rien, mais c'est ce que j'observe en tout cas. Ouais, après j'ai envie de dire que chaque athlète est différent, hein, puisqu'on peut voir des athlètes qui durent, un Federer qui a quand même était capable de durer longtemps, un Nadal qui dure et qui sont capables de rééditer des exploits quand même assez incroyables. Ah oui, mais tout est porteur de toute façon. Même le mec qui arrive et qui gagne tout de 16 à 20 ans et qui arrête tout, il va de toute façon inspirer des gens. Même peut-être justement des gens qui disent « Ah, moi je suis convaincu que très jeune et machin, et qu'après tu fais une autre carrière. » Donc ça va forcément correspondre à des schémas. Donc c'est forcément positif. C'est juste que moi... peut-être que comme je suis bloqué dans l'expérience où moi j'ai eu beaucoup d'échecs, c'est moi qui vais dire que ça vaut mieux d'en avoir. Et du coup, par rapport aux échecs que tu as pu vivre, subir, comment t'as fait pour du coup toujours rebondir, te remotiver derrière pour pouvoir aller de l'avant? Pareil, on va faire un raccord avec le début du podcast. Tu vois, c'était peut-être avoir une médaille si on devait avoir un objet. Pour moi, en tout cas, c'est se raccrocher à ce qu'on a déjà accompli. Parce que le monde s'écroule hein, quand on perd aussi bêtement une place ou un titre ou une entrée quelque part. Le monde s'écroule et on a beau dire, il y a des gens qui arrivent à surmonter ça au bout de 2 jours, c'est terminé. Il y en a qui, comme moi, pendant des années, ça reste. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, selon moi, ce qui aide à passer, c'est se raccrocher au succès accompli quand même. Dire, quand même, dans ma vie professionnelle, j'ai quand même accompli ça, ou dans ma vie étudiante, ou dans ma vie personnelle. Se raccrocher j'ai quand même mon enfant, ou j'ai quand même ce poste-là de directeur de je sais pas quoi, ou j'ai quand même réussi mon bac avec mention de je ne sais quelle discipline. En fait, je veux dire, il y a forcément un truc qu'on a accompli ou qu'on a la chance d'avoir, ou même juste des amis très très proches qui sont extraordinaires. Il y a un truc qui sur lesquels on va pouvoir se raccrocher. Heureusement d'ailleurs. Ah ouais, comme tu dis, heureusement. Est-ce que tu as une technique particulière pour te motiver au quotidien? Ah, tu vois, je pensais avoir tu as entendu le bip, je suis désolé. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Yohan Kowi qui m'envoie un oui transfert. Merci Yohan. Alors, un truc au quotidien pour me booster. Alors, j'ai plein de projets, court terme, moyen terme, long terme, j'en ai vraiment plein. Et ils sont omniprésents tout le temps. Mon cerveau tourne à 2000 à l'heure tout le temps. C'est ça qui me motive beaucoup parce que pour moi, tu vois, la communauté parachutiste, pour moi, elle est incroyable. Vraiment. Je ne connais pas assez les autres communautés pour en parler. Le ski de compétition ou la moto, je connais pas assez les autres disciplines à ce point-là pour pouvoir en juger. Mais la communauté parachutiste, elle est incroyable. J'ai l'impression que le fait de sauter d'un avion, ça te rend forcément très proche de quelqu'un d'autre qui l'a fait aussi. Alors, je parle pas forcément de faire juste un tandem, mais je parle quand même d'avoir fait au moins, on va dire au moins 10 sauts, tu vois, d'avoir vraiment fait une démarche de, ok, j'ai fait un stage parachutiste entier. Et ben, si un jour tu te pointes, mais vraiment, hein, ton premier jour de vacances en Guadeloupe ou tu vas en Floride, en Australie, n'importe où, premier jour de tes vacances dans le centre de parachutisme et tu dis, tiens, je suis parachutiste, je viens faire 2-3 sauts.
et je suis là en vacances pour 2 semaines, et ben tu vas tout de suite avoir tous les contacts possibles et imaginables. Ah, tiens, va dans tel resto, dans tel hôtel, t'as besoin d'une voiture, prends la mienne, tu sais pas où dormir, tu viens chez moi, machin. C'est incroyable. C'est magique. Donc cette communauté parachutiste, elle est magnifique, moi je l'adore, elle est super forte, super belle. Et de savoir qu'à court, moyen, long terme, on a toutes ces destinations, on va aller retourner voir tous ces gens-là, c'est magique. Moi, c'est un moteur constant. Tu vois, on repart au Brésil juste après Noël, et là, clairement, la communauté brésilienne, elle est hallucinante. C'est des passionnés de para, c'est hallucinant. Et du coup, ils sont hyper contents en avance de nous voir. Nous, on sait qu'une fois qu'on va arriver là-bas, l'énergie va être fabuleuse. Toi, pendant que je te parle, je suis en train d'ouvrir mes statistiques Instagram pour te dire. Alors, pays. Voilà, j'ai 41,8% de mes followers qui sont du Brésil. Incroyable. C'est quand même, mais c'est hallucinant. Moi, je suis né en France. J'ai un survêtement d'équipe de France. C'est le pays que j'ai représenté. Aujourd'hui, 41% de mes followers, 42 presque, sont brésiliens. C'est complètement fou, tu vois. Je veux dire, c'est la preuve instantanée, irréfutable que cette communauté-là est très très forte et très très belle. Et donc voilà. Et puis on va retourner aussi en Namibie. C'est un club qui est hyper vieux. Ils ont commencé en 80 et quelques à sauter en Namibie. Ils sont hyper gentils. Ils vivent au fin fond de n'importe du désert. C'est trop drôle d'aller les rencontrer à chaque fois. Ils sont hyper contents qu'on vienne jusqu'à eux. Une fois par an, maintenant, on a un rendez-vous avec Skydive Egypt. On va sauter au-dessus des pyramides. Enfin, on a tout ça, quoi. Donc, comment tu veux te lever matin et puis pas être content quand tu sais que t'as ce calendrier-là qui arrive tout le temps, qui se déroule. Bah ouais, c'est clair. En plus, vous êtes toujours à droite, à gauche. Mais bon, c'est génial de pouvoir faire autant de choses, je trouve. Bah pour l'instant, voilà, on est très fatigué souvent, mais parce que en partageant ces choses-là avec des gens qui sont tellement contents qu'on vienne les voir, on peut difficilement s'arrêter. Il y a, je crois que c'est Jim Carrey qui disait, je sais plus exactement comment il le formule, mais c'est très beau, qui dit que il est forcément content de la vie qu'il a menée parce que ça a mené les gens qu'il a rencontrés partout dans le monde à donner le meilleur de ce qu'ils avaient eux en le rencontrant. Je trouve ça beau. C'est un petit peu ce qui se passe quand tu as la chance d'avoir un titre. Du coup, tu véhicules une espèce d'aura, même avant même que tu arrives, les gens se font « Ah, c'est eux !» Donc, ils se doutent que derrière, il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, et ils sont juste enchantés, mais vraiment de te rencontrer, et du coup, c'est génial. Toi, t'arrives, c'est extraordinaire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir du stress ou de la pression, en tout cas dans vos compètes, ou ailleurs, hein? Ah oui, dans les compètes, je veux dire dans le para plein de fois. On a fait un saut de nuit, toi, récemment. Ça reste le truc qui nous a plus remis la pression depuis longtemps, un saut de nuit au-dessus des pyramides. Mais là, tu me dis en compète, mais en compète absolument tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qui nous a dévoré le plus à chaque fois. Alors, pour te prendre un exemple précis en compète, qui est à quel point ça nous a coûté une fois cher, vraiment très cher. On est en 2015, donc on joue. En plus de l'intégration en équipe de France, la participation à la Coupe du Monde qu'il y avait d'organiser en Hollande. Donc on doit gagner absolument. On peut pas se permettre d'être juste vice-champion de France. Il faut être champion de France pour partir faire la Coupe du Monde en Hollande. On a un saut en plus qui est magnifique, qui en plus c'est le mieux noté de toute la compète. On fait des 8,6 en saut de présentation d'expression libre, c'est la routine. Donc on sait qu'on a de quoi peut-être même gagner la Coupe du Monde, tu vois. On est à fond. Et là, le saut 5, le saut d'imposé numéro 2, tellement de stress de dire allez, on est en train d'y arriver, mais on est tellement fou il y a trop de choses qui se passent dans nos têtes à ce moment-là en se disant on est en train de faire ce coup-là de peut-être arriver à battre l'équipe de France et à partir en Coupe du Monde à leur place, et peut-être que d'ailleurs on gagnera la Coupe du Monde. Enfin, il y a trop de choses qui se passent. Et du coup, ce saut d'imposé, en fait, on doit sortir en tête en haut avec Karine, donc il faut qu'on soit debout. Du coup, il faut qu'on s'incline énormément dès la sortie de l'avion parce que l'air est à l'horizontale au début du saut. Et en fait, moi, pour mieux faire, alors qu'il n'y a pas à mieux faire, il y a juste à faire dans les compètes. Il faut pas mettre plus ou moins d'énergie, il faut faire la même chose qu'en entraînement tout le temps. Et là, je ne sais pas pourquoi, je recule de 30 cm en plus pour prendre encore plus d'élan, tu vois, pour vraiment dire allez, on sort vraiment. Et du coup, je suis en retard par rapport à Karine. Elle est déjà dehors. Moi, je suis un peu en retard pour sortir. Et mon parachute tape la porte de l'avion et je pars en toupie. On explose le saut, quoi. Enfin, on le récupère, mais c'est trop tard à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est comme un départ de 100 mètres où le mec, il boite avant de faire ses 2 premiers mètres. C'est terminé. Donc, on perd tout. Là, en une seule seconde,
on perd le titre de champion de France, la participation à la Coupe du Monde et peut-être un titre en Coupe du Monde. Donc oui, le stress, oui, non seulement on l'a connu, mais il nous a dévoré complètement pendant des années, parce qu'à chaque fois il arrivait sous une forme différente. On pensait à chaque fois combler les trous et il revenait d'une façon différente. Donc c'est pour ça que on était très fiers en 2018, parce qu'à force d'en avoir tellement vécu justement des déceptions et puis finalement de se faire son propre coaching mental, d'améliorer, de s'éloigner de toutes les informations nocives et inutiles qui pouvaient nous nuire, toutes les informations extérieures, négatives, polluantes. Donc on a fait le nettoyage absolu de tout. Rien ne pouvait nous atteindre. D'ailleurs, c'est bizarre parce que cette année-là, 2018, quand on est au championnat du monde, je pense qu'on devait émaner ça, parce que on a souvent des invitations à des baptêmes, à des mariages, à des anniversaires, et c'est très très rare qu'on puisse y participer à cause de tous ces entraînements justement. Et là, il n'y avait plus rien. On aurait dit que toutes nos amis et notre famille avaient compris que là, on rigolait plus. Là, il y avait que ça. Nous, on va au championnat du monde, cette fois-ci, on y va pour gagner, on en a marre. Il y a plus rien d'autre qui doit arriver que ce qui peut nous servir à l'entraînement ou à la réalisation de nos meilleures performances. Ouais, je comprends. En gros, vous êtes focalisé que sur les choses qui dépendaient de vous pour être performant, et vous avez quelque part éliminé tout le reste, quoi. Tout ce qui n'était pas de votre contrôle ou tout ce qui pouvait nuire, vous l'avez enlevé, quoi. Voilà. Et ça fait partie de l'élimination du stress. Et on en avait quand même, évidemment, mais c'était devenu un stress positif. C'était un stress pendant cette compétition-là, et cette dernière, encore une fois, c'est la seule où il y a eu cet état de grâce absolue. C'était ok, c'est un stress évident parce qu'on est sur un championnat du monde. Je crois que ceux qui ont la chance de participer aux Jeux Olympiques doivent le sentir, parce qu'en plus c'est tous les 4 ans. Donc nous, même si on en avait fait 2 ans avant, nous c'est tous les 2 ans. C'était que notre 2e championnat du monde et on savait que tout pouvait arriver. On pouvait ne plus forcément être capable d'en faire un autre. C'était vraiment, je pense qu'on avait l'effet réellement d'un Olympien à ce moment-là. Et donc voilà, ce stress-là évident de dire, ok, là c'est pas tous les jours, là t'es en train de faire un truc exceptionnel. Chaque saut que tu fais, c'est one shot, mais pas dans le sens te craque pas, dans le sens vas-y, fais-toi plaisir, montre ce que tu sais faire, tout ce que t'as appris à faire pendant des années, c'est pour toi, c'est cadeau en fait. Et quand on arrive à être dans cet état d'esprit-là, c'est magnifique. Et c'est difficile. Les gens qui montent sur scène aussi, on est de plus en plus proches avec des comédiens et des stand-upistes, je sais pas comment on dit d'ailleurs, ceux qui font du stand-up. Et ben, je pense qu'ils ont la même chose. Je pense que quand ils montent sur scène, ils se disent pas, faut pas que je rate ma blague. Je pense qu'ils se disent juste, ok, j'ai travaillé à fond, maintenant c'est cadeau. Maintenant je fais de mon mieux et puis ça ira bien, quoi qu'il arrive. Et c'est facile à dire, hein, mais avant d'être dans cet état de vibration, il faut beaucoup d'années, et pour moi, encore une fois, avoir subi pas mal d'échecs quand même. Et ouais, non, c'est sûr. On arrive un petit peu du coup sur la fin de l'épisode. Si tu devais donner on va dire le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Eh bien, c'est peut-être pas très original, mais comme d'habitude, c'est ce qu'on fait avec Karine quand on a la chance, quelqu'un nous pose cette belle question pour clôturer, parce que c'est une très belle question. Évidemment, on se tourne vers les générations actuelles et à venir, pour essayer de leur dire, voilà, cette motivation-là qu'on peut avoir à vouloir réaliser du coup un rêve. Pour moi, je pense que c'est un rêve d'être un excellent musicien, un sportif de haut niveau, ou même un chef d'entreprise, n'importe quoi. Et évidemment, beaucoup de gens vont venir s'interposer dans la réalisation de ce rêve. Et en fait, c'est humain, et ils vous veulent même pas forcément du mal. Donc il y a les gens évidemment qui sont jaloux, mais ça, on fait vite le tri. À part quand on est très jeune, on fait vite le tri de voir, ok, là c'est des jaloux qui parlent, je réponds même pas, c'est pas grave. Mais en fait, là où je vais apporter mon message, c'est faites attention aussi à vos proches, parce que avec tout l'amour du monde, ils vont vouloir justement vous épargner des déceptions, et c'est eux qui vont vous toucher le plus. Ah mais arrête, c'est bon, t'es déjà champion de France une fois, alors que vous vouliez être champion du monde. Ah bah arrête, t'as déjà fait ce marathon-là, t'as pas besoin d'aller faire l'Ironman, ou je ne sais quel exemple. Ça sert à rien que j'aille chercher plus d'exemples que ça. Mais c'est ces gens-là qui vont être capables de vous impacter réellement en vous disant, c'est bon, tu t'es déjà blessé une fois, ou t'as déjà eu ça, maintenant concentre-toi sur autre chose, je sais pas quoi. C'est parce qu'en fait, ils veulent vous protéger. Et sauf que eux, c'est pas leur rêve à eux. Donc il faut être capable, avec tout l'amour du monde et la gentillesse, de pas les écouter en fait. Si vous, en tout cas, au fond de vous, vous avez envie de réaliser ça, si ça vous parle, si quand vous vous levez le matin, ça vous parle à vous,
ce que vous avez envie d'accomplir, ça vous appartient à vous de pas écouter les autres en fait. Ou alors écouter les autres, aller chercher à rencontrer des gens qui sont dans cet univers-là, et c'est pas si difficile. Aujourd'hui, justement, grâce à Facebook et Instagram, c'est pas si dur aujourd'hui d'aller rencontrer et même discuter directement avec un autre homologue, une autre personne qui réalise la même chose que nous, et là, on a les vraies informations. Ah oui, moi aussi, j'ai eu du mal. Ah oui, moi aussi, c'était très long. Tiens, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Donc voilà, mon message, c'est écoutez-vous et n'ayez peur de rien. N'ayez pas peur de réaliser vos rêves. Vous y arriverez. Et si jamais par hasard, vous pensez avoir vécu un truc qui vous avait fermé une porte, c'est faux. Les portes continuent à s'ouvrir tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Restez connectés tout le temps, vous y arriverez. Bon, c'est un super message. Merci beaucoup, Greg, en tout cas pour ton temps. Et puis, du coup, je te dis plein de bonnes choses. Je te souhaite des bonnes fêtes. Je te souhaite le meilleur, en tout cas, pour tous tes projets. Merci et puis, écoute, je te dis à très vite. On va essayer de faire un rendez-vous avec un coach perso bientôt. Tu vas pouvoir me prendre en main. Allez, très bien. Et en tout cas, viens s'il te plaît dès que tu peux. Paris, Lyon, Marseille, on t'invite. Voilà, comme ça on pourra peut-être refaire du coup peut-être un petit podcast aussi. Tu pourras expliquer cette fois-ci toi. C'est moi qui poserai les questions, c'est toi qui expliqueras à quel point c'est incroyable de voler. Écoute, ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Greg. Super. Merci pour ton invitation. C'était Grégory Crozier, parachutiste, coach en simulateur de chute libre indoor chez eFly et président de la société Airworks pour le podcast Parlons de votre mental. J'espère que cet épisode et notre invité vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de diffusion. Pensez à vous abonner au podcast pour être informé des prochaines interviews. Merci pour votre écoute et votre soutien et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode avec une athlète de haut niveau.